encourage les efforts de ses meilleurs éléments par ses prix d'excellence et de recherche. Elle décerne tous les ans, en alternance, soit le prix de l'œuvre scientifique, soit la médaille du mérite, auquel s'ajoute respectivement une bourse de 5 000 $ de l'Association des médecins de langue française du Canada ou une bourse de 5 000 $ de la Banque nationale du Canada. Nous sommes réunis ce soir pour l'attribution du prix de l'œuvre scientifique de l'Association des médecins de langue française du Canada au docteur Jacques de Champlain. L'Association des médecins de langue française du Canada tient à rendre hommage à l'œuvre du docteur de Champlain. Elle est également heureuse de s'associer à ceux et celles qui reconnaissent en lui un scientifique de premier ordre, doublé d'un humaniste remarquable. Jacques de Champlain n'en finit plus d'accumuler les honneurs. Le prix de l'œuvre scientifique 1998 de l'Association des médecins de langue française du Canada vient en effet s'ajouter à une liste prestigieuse d'honneurs, d'hommages et de reconnaissances qui lui ont été décernés depuis plus de 30 ans. Il n'était encore que professeur adjoint lorsqu'il s'est vu accorder le titre de Scholar de la Fondation John and Mary Markle de New York en 1968. Et récemment, en 1996, il a reçu le convoité prix Wilder Penfield, la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec dans le domaine des sciences biomédicales. Les journaux, la télévision et les revues scientifiques nous ont tous montré une facette de cet éminent chercheur, de cet auteur prolifique et de l'éducateur hors pair qu'est Jacques de Champlain. Mais qui donc se cache derrière ces apparences un peu austères, cette réserve mesurée et ces hésitations bienveillantes caractéristiques du chercheur qui remet toujours tout en question? À la fois directeur du groupe de recherche sur le système nerveux autonome de l'hôpital Sacré-Cœur et professeur au département de physiologie de l'Université de Montréal, le docteur de Champlain, s'il faut en croire ce qu'on rapporte souvent, hésite entre la recherche clinique et la recherche fondamentale. Eh bien, rien n'est moins vrai. Il y a belle lurette que Jacques de Champlain a choisi les deux. Son enfance est probablement à l'origine de cette façon d'être. Né à Québec, en plein milieu urbain, il va passer la plus grande partie de son enfance à Montjoly, près de la mer, terre d'origine de papa et maman. Jacques est le fils unique de Georges-Henri de Champlain et de Jeanne Violette. Son père, Georges-Henri, est un administrateur comptable estimé par ses pairs à l'emploi d'une banque de Montjoly. Malheureusement, il est atteint par la tuberculose à l'âge tendre de 25 ans. Il doit s'expatrier au seul centre de santé convenable pour sa condition, au lac Édouard, le bout du monde à cette époque. Le sort voudra que le patient de Champlain devienne administrateur du sanatorium à la suite d'un scandale financier qui a alors fait bien des vagues. Fort de l'expérience administrative acquise au lac Édouard, Georges-Henri entreprend de fonder un sanatorium de 300 lits à Montjoly. Sa mère, Jeanne, courageuse et énergique, met beaucoup de temps à soigner son mari malade, de même qu'à son travail au bureau des licences de la localité. Jacques de Champlain tient aujourd'hui ses qualités à la fois de la détermination de sa mère et de l'audace de son père. Il n'est qu'adolescent en 1953, lorsque son père décède. La chambre d'hôpital faisait presque partie de la maison, dira-t-il. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un hôpital dans mon champ de vision. Voilà qui explique en partie pourquoi Jacques de Champlain est aussi à l'aise en milieu hospitalier. Après les études primaires auprès des religieuses du Saint-Rosaire et des frères du Sacré-Cœur de Montjoly, il devient pensionnaire, conformément aux vœux de son père, au collège Jean de Brébeuf de 1949 à 1957. Il en sort avec un baccalauréat en rien, comme on disait dans le temps. On le retrouve en 1957 à l'Université de Montréal, en médecine, attiré par la neurologie et la psychiatrie. Il est loin de se douter de ce qu'il attend vraiment. 3 hommes ont joué un rôle important dans l'orientation définitive de Jacques de Champlain. La première piqûre que j'ai eue pour la recherche, c'est certainement lors d'un stage que j'ai fait en 2e année de médecine au laboratoire du docteur Jean-Pierre Corneau, qui était un neurophysiologiste à l'époque. Alors, par la suite, en poursuivant mes études médicales, évidemment, je me suis intéressé à la clinique et j'essayais de réconcilier
cet intérêt pour le système nerveux avec la clinique et j'ai donc opté à ce moment-là de faire une formation comme neurologue ou de faire une spécialité en neurologie. Et à cette époque, il y avait le docteur Jacques Genet qui travaillait à l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui avait une grosse unité de recherche clinique. J'avais demandé au docteur Genet de faire un stage dans son unité pour une année pour justement me familiariser avec des techniques de recherche clinique. C'est à compter de 1965, lors d'un stage de formation postdoctorale à l'Institut en santé mentale de Bethesda, au Maryland, qu'il côtoie le docteur Julius Axelrod, qu'il considère aujourd'hui comme son mentor. Et c'est là que s'ébauche la théorie voulant que le système nerveux sympathique ait une influence sur le comportement du système cardiovasculaire. Alors par la suite, j'ai voulu réconcilier jusqu'à un certain point mes intérêts originaux sur le système nerveux avec le système cardiovasculaire. Et à cette époque, j'ai cru, ou je pensais, ou j'ai imaginé que possiblement le système nerveux pourrait jouer un rôle dans les mécanismes d'hypertension artérielle. Et ceci m'a amené à poursuivre mes études postdoctorales aux États-Unis, au National Institute of Health, avec le Dr. Julius Axelrod, qui était un spécialiste à l'époque du système sympathique. Et c'est alors que j'ai bouclé la boucle de tous mes intérêts qui avaient commencé avec le système nerveux et qui se terminaient avec le système cardiovasculaire. La théorie est reçue avec beaucoup de scepticisme et elle est même considérée comme farfelue. Alors, lorsque ces premières études ont été présentées à des congrès américains, et je me souviendrai entre autres d'un congrès qui était la Société de recherche clinique américaine, qui était un congrès prestigieux à l'époque, qui attirait beaucoup de gens à Atlantic City, notre présentation, puisqu'elle était assez nouvelle, avait été choisie comme une présentation inaugurale en séance plénière, donc devant un auditoire d'à peu près 4000 personnes qui assistaient à cette conférence. Et je me souviens qu'à l'époque, à la fin de ma conférence, quelqu'un s'est levé. C'était une autorité à l'époque de l'hypertension aux États-Unis, qui était très écoutée d'ailleurs, et qui a fait le commentaire suivant, et qui a dit, écoutez, je voudrais féliciter le docteur de Champlain pour cette magnifique présentation qu'il vient de vous faire. Cependant, je ne crois pas un traître mot de ce qu'il vous a dit. Et ce qu'il vous a présenté, c'est tout simplement l'influence ou les effets du stress sur le système sympathique. Le docteur de Champlain est aujourd'hui considéré par ses pairs avec la plus haute estime et la plus grande admiration. Le journal La Presse lui accordait le titre de personnalité de la semaine en avril 1991, alors qu'il méritait un autre honneur, le prix Isaac Walton Killam du Conseil des arts du Canada. À cette occasion, Jacques de Champlain était décrit comme la grande sommité canadienne sur la question du lien étroit qui existe entre le système nerveux autonome et l'hypertension. Les travaux de Jacques de Champlain ont permis de mieux orienter le choix des médications nécessaires au traitement d'une catégorie de patients hypertendus et au système nerveux autonome hyperactif. À l'époque où j'étais en clinique, les médications qui étaient utilisées étaient quand même relativement limitées, mais il reste que les médicaments qui étaient en général efficaces étaient des médicaments qui semblaient agir sur le système nerveux. Alors les premières expériences que nous avons faites nous ont démontré que la noradrénaline était utilisée beaucoup plus rapidement dans les tissus cardiovasculaires d'animaux qui étaient hypertendus, alors qu'on devait s'attendre tout à fait au contraire. Il a fallu attendre plusieurs années pour mettre au point des techniques ultra sensibles qui nous ont permis de pouvoir mesurer dans le sang, dans le plasma, les taux de neurotransmetteurs ou les niveaux de neurotransmetteurs circulants qui nous donnaient un indice indirect de l'activité du système sympathique. Et là, nous avons pu observer chez l'homme qu'environ 50% des patients ont des taux circulants de catécholamine ou de norépinéphrine plus élevés et aussi une hyperréactivité sympathique plus élevée.